quand on regarde finalement la dette des pays d'Afrique subsaharienne, vous regardez leur dette, quand on prend la dette globale, hein, elle est largement en dessous de la dette française seulement. Vous voyez, vous regardez la population d'Afrique subsaharienne, on compte quasiment 1 milliard d'individus, majoritairement des jeunes, donc qui sont en capacité normalement de pouvoir rembourser leurs dettes. Vous regardez la population de la France, on est 70 millions d'habitants et plutôt des vieux. Donc en réalité, les pays qui ont la plus grosse dette publique, ce sont les pays riches. Ce sont les États-Unis en premier lieu, ce sont la France, ce sont les pays de la zone euro, alors que les pays pauvres ont une dette très faible. Qu'est-ce qui fait que les pays riches peuvent lever de l'argent comme ça quasiment en continu, peuvent supporter des dettes à 120% du PIB, 200%, de plus de 200% pour le Japon, alors que les pays pauvres n'arrivent pas à avoir de l'argent, et dès qu'il y a une petite dette un petit peu comme ça, un peu trop élevée, on va parler de cycle infernal et de crise de la dette. C'est tout simplement l'organisation du système financier mondial et du commerce international mondial qui fait qu'il y a des règles du jeu qui ne sont pas dites mais implicites, qui fait que quand on a une belle signature, on lève de l'argent comme on veut pendant le Covid, etc. Et puis quand on n'a pas cette signature, qu'on est considéré comme un pays pauvre, même si on a une population jeune, même si on est amené à se développer, on ne peut pas lever d'argent. Et à partir du moment où on ne peut pas lever d'argent, on ne peut pas faire de projet. Et donc là, effectivement, il y a un cycle, pas infernal de la dette, il y a un cycle infernal du sous-développement. Et juste, si on commence à regarder tous les plans de soutien de l'économie qui ont été faits pendant le Covid, les quoi qu'il en coûte, aux États-Unis comme en France, on se rend compte qu'il y a des gens, parce qu'ils ont une belle signature, qui prennent leur téléphone au ministère de l'économie ou des finances et qui appellent et qui arrivent à avoir de l'argent quasiment en continu. Quand d'autres, on ne leur prête pas. Et pourquoi on ne leur prête pas ? Parce que selon on va dire les instances financières, on part du principe que ces pays vont pas savoir faire, qui n'ont pas. Je veux dire, nous, on a soulevé énormément d'argent public pour faire des projets qui ont parfois été des catastrophes, qui ont été des gouffres financiers. Le projet du Concorde, par exemple, en France. Mais nous avons cette capacité à lever de l'argent, donc nous pouvons mener des projets. Les projets de subvention aux énergies vertes aux États-Unis, c'est des projets dont on ne connaît pas encore, finalement, la finalité. Est-ce que ça va être si positif que ça ? On ne sait pas. Mais ils ont le droit de lever cet argent pour mener des projets. Et c'est le cas partout. Quand vous êtes une entreprise privée, vous commencez, vous avez besoin d'argent. Sinon, vous ne pouvez pas acheter des facteurs de production et embaucher des gens. Quand vous êtes un pays pauvre, c'est pareil. Vous avez besoin d'argent pour de l'investissement public, pour créer des entreprises publiques, pour créer des administrations publiques, etc., des hôpitaux, des écoles, etc. Si vous n'avez pas accès à cet argent ou accès en faible quantité, vous ne pouvez pas faire ça. C'est tout. C'est tout. Je veux dire, dans les pays riches, et c'est le cas de la France, mais dans d'autres pays riches, le premier employeur, c'est l'État. Je veux dire, donc chez eux, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible ? Parce que le système financier fonctionne de telle sorte qu'ils ne veulent pas prêter de l'argent à ces pays-là. Donc ils ont recours à des créanciers chinois. Ce n'est pas une si mauvaise chose en réalité. C'est pour ça que la Chine s'est installée très rapidement dans les pays africains. C'est qu'il leur permettait d'avoir des liquidités, ce que le système financier ne leur permet pas. Et puis après, il y a aussi une forme de chantage qui s'installe entre les institutions de Bretton Woods, le FMI, qui a la capacité d'annuler les dettes ou de leur redonner de l'argent en tant que prêteur de dernier recours, ce que ne font pas les banques, et qui leur impose en même temps des politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire qui ont changé de nom maintenant, qu'on appelle documents de réduction stratégique de la pauvreté, mais qui ont la même philosophie à la base, qui est celle de libéraliser les marchés, de permettre les investissements directs étrangers, ce qui profite aux compagnies étrangères, ce qui leur demande de faire des économies sur la dépense publique, donc qui leur dit d'ouvrir l'économie à l'extérieur, ce qui leur permet pas en fait d'amorcer même une création possible d'entreprises nationales, parce qu'elle se fait bouffer tout de suite par des concurrents qui sont bien installés, qui sont puissants de l'extérieur. Donc le problème de la dette, quand on regarde les chiffres, n'est pas un gros problème. Mais après, à l'échelle des pays, ça en devient un parce que ça, par effet domino, ça implique un certain nombre de choix qui enferment encore une fois les pays dans le sous-développement. Vraiment, il faut avoir en tête que tout, comme je l'ai dit à la question précédente, une entreprise privée, parce qu'on parle souvent de la dette publique, mais il y a aussi des dettes privées, une entreprise privée comme un État, ils ont besoin de financement. Tous les lancements de grands projets, le parc nucléaire, tout ce qu'on a fait en France, les chemins de fer, on a besoin à la base de financement. Donc on ne peut pas faire de politique économique sans financement. C'est ça le nerf de la guerre. C'est pour ça que quand il y a eu ce microcrédit qui a été créé, dont beaucoup de gens ont dit que c'était génial, parce que c'était des financements finalement accordés aux gens pour qu'ils montent leur entreprise. Il y avait cette idée en fait dans la tête des gens qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie principale. Il faut une industrie lourde. Ces pays-là exportent
du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Quand vous avez une compagnie étrangère qui s'installe, je prends toujours l'exemple moi, du Congo-Brazzaville, que je connais bien. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc, toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là, il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? C'est la Chine, mais la Chine, c'est un pays, il va le prêter sous certaines conditions, conditions parfois sur accès à des matières premières ou de partage de production plus avantageux pour elles. Et donc, ça ne leur permet pas d'être complètement indépendants. Et il faut bien avoir en tête que les pays riches se sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui a favorisé beaucoup plus les pays riches que les pays pauvres. Le système financier, avec des banques majoritairement européennes et américaines, il favorise les pays riches. Et donc les pays riches lèvent des fonds énormes pour faire leurs projets, quand les pays pauvres, pour faire des projets que nous connaissons, c'est-à-dire faire des choses que nous connaissons, des raffineries, des industries alimentaires, agricoles, nous connaissons, nous savons faire ça. Et eux n'arrivent pas à lever de l'argent. Ce que je veux ajouter, c'est que on a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. C'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils ne respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant ils sont un peu paresseux. Ça a toujours été un peu ça. Et on a retrouvé le même type de débat quand il y a eu la crise des dettes souveraines en Europe, où on a qualifié les pays du Sud de pigs, on les a appelés le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, on appelait ça les pigs, et on disait qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient dans l'informel, qu'ils n'étaient pas comme les Allemands et les Français. Il y avait déjà ce débat existait déjà avec les pays africains. Ils ne travaillent pas, ils sont feignants, ils n'ont pas des bonnes formations, ils sont corrompus. Très bien, c'est ce qu'on disait. Si demain on me donnait les commandes, moi, du Congo, Brazzaville, et qu'on me disait quelle est la formule, dans les conditions actuelles, pour le sortir du sous-développement et faire en sorte que l'économie décolle, ce serait extrêmement compliqué. Et je vous dirais que je n'ai pas la solution. Parce que c'est un pays, en fait, qui n'a pas du tout les manettes du développement. Parce qu'il n'a pas accès au financement, comme j'ai dit. Parce qu'il ne maîtrise pas le bien principal qu'il produit. Parce qu'il ne maîtrise pas le volume et le prix. Et donc, développer un pays dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Donc, la corruption, en réalité, c'est un effet collatéral. Le vrai problème, c'est l'Organisation mondiale du commerce et du système financier comme il a été créé. En réalité, l'Afrique achète énormément d'importations venant d'Europe et principalement aussi de France. Et nous achetons énormément de choses dont nous avons besoin et que nous ne produisons pas, notamment du pétrole et des matières premières. Donc, les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Parce que si ça se passe très mal, s'il n'y a pas une situation un minimum stable, qu'est-ce qui se passe ? On risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin. Et en échange, on risque de moins leur vendre de choses. Donc il faut maintenir dans une situation, on va dire, intermédiaire, l'Afrique, qu'elle soit suffisamment riche pour nous acheter nos biens et suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin, l'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain, elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire, à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation.
On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches, on fait de la géopolitique aujourd'hui, hein, partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Maintenant, si j'étais à la place des Africains, c'est très difficile. C'est-à-dire que moi, la première chose que je ferais, c'est déjà, je serais beaucoup plus agressif dans la négociation. Parce que si vous n'avez pas de financement, alors vous pouvez tenir des grands discours, c'est toujours agréable, mais une fois qu'on passe au concret, c'est quoi l'Afrique aujourd'hui concrètement? Comme elle n'a pas accès au financement, comme elle ne maîtrise pas les biens qu'elle produit, dans les volumes comme dans les prix, eh ben, elle essaye de faire aujourd'hui, pour qu'il y ait de l'activité, d'attirer le plus d'investissements directs étrangers, en faisant des zones franches où on paye très peu d'impôts, en disant voilà, c'est la seule façon qu'on a de relancer l'économie. Ce qui ne lui permet pas non plus à côté, parce qu'elle ouvre la voie finalement au loup, ce qui ne lui permet pas de développer son industrie, même si elle avait des financements, parce que l'industrie qui arriverait est beaucoup plus puissante et beaucoup plus